Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. Un sociologue sur les ronds-points. 3 ans après le début du mouvement des Gilets jaunes, la révolte des budgets contraints, comme il la nomme, peut-elle renaître? Une analyse précise d'un mouvement qui a surpris la France et fait reculer le gouvernement. C'est avec notre invité de 12h55, le sociologue Pierre Blavier, auteur de Gilets jaunes, la révolte des budgets contraints. Mais d'abord... Il y a Macron qui va parler, j'ai envie d'entendre, c'est tout. Je vous ai dit non. Vous n'allez pas nous obliger à écouter Macron. Attends, ça vous intéresse pas, vous, de savoir ce qu'il a à dire? Mais on sait ce qu'il va dire, qu'il fait ce qu'il faut pour le pays. Allez. Mais d'abord, le mouvement des Gilets jaunes arrive sur grand écran ce mercredi avec La Fracture, le nouveau film de notre première invitée, la cinéaste Catherine Corsini. Elle est avec nous jusqu'à midi, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur le fil de vos podcasts. La grande table. Olivia Gesbert. Une triple fracture est à l'œuvre dans ce film, amoureuse, sociale et corporelle. Ce qui est cassé peut-il être réparé, ressoudé, réconcilié? Le film s'ouvre sur une dispute entre deux femmes qui s'aiment et vivent ensemble. Se poursuit aux urgences où Raphaëlla, jouée par Valéria Bruni Tedeschi, attend d'être soignée et où des manifestants, gilets jaunes, sont venus se réfugier après une manif qui a mal tourné, dont Yann Routier, interprété par Pio Marmaille, La Fracture de Catherine Corsini, bande-annonce. Comment tu fais pour aussi bien dormir? Arrête. T'as eu mon texto? C'est de 5h42, 5h46 ou 5h48? J'ai besoin de parler, moi. Parlez. Monstre, pute, salope. Je crois que t'as le syndrome de la tourette. Tu veux pas qu'on se réconcilie? Non. Tu crois vraiment qu'il n'y a plus rien à sauver entre nous? Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'étais pas déjà là hier? Si, hier, avant-hier, j'ai enchaîné 6 nuits de suite. Tu vas jamais tenir assez vite. J'ai peur qu'il me garde. Panique pas. Non, mais c'est pas On possible. va trouver des solutions. Puis tu peux prendre une infirmière à domicile, Non. quelqu'un pour te faire le ménage. D'accord, c'est comme si j'étais ma grand-mère, là. On peut avoir un peu de sous, s'il vous plaît? Non, c'est pas possible, monsieur. Il y a Macron qui va parler, j'ai envie d'entendre, c'est tout. Vous n'allez pas nous obliger à écouter Macron. Vous n'êtes pas non plus un martyr. Je suis pas un martyr, vous trouvez ça normal, vous, qu'on me tire dessus? Non. À votre âge, À mon vous âge savez même quoi? plus pourquoi vous battez, mais c'est pathétique. À mon âge de quoi? Avec aussi Marina Foïs. Bonjour Catherine Corsini, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. On ne saurait trop dire si c'est un film sur le couple, sur le mouvement des Gilets jaunes ou sur l'hôpital, les urgences, sûrement les trois à la fois au final. Quelle était l'envie première ? L'envie première, c'était de me mouiller, de m'engager, de réfléchir sur le monde autour de moi et d'essayer de donner une parole à des gens qu'on n'entendait pas. J'essayais de chercher vraiment au fond de moi comment j'allais pouvoir réussir à parler de cette crise que je voyais et où je me disais, mais tout d'un coup, le cinéma est impuissant, pourquoi on n'arrive pas à parler du monde d'aujourd'hui, Il y avait un triple état d'urgence qui s'est manifesté aussi autour de vous et en vous et qui vous a donné envie de faire ce film, de raconter cette France qui était en ébullition autour de vous. Déjà, il y a eu le déclic, c'était très anecdotique, mais le fait que je sois tombée un jour de manifestation, le samedi 1er décembre 2018, et que je me sois retrouvée aux urgences de l'hôpital de la Riboisière, et que j'ai vu, cet hôpital dans cet état à la fois de délabrement et en même temps avec des infirmières que je trouvais extraordinaires. J'étais fascinée par leur engagement, par leur dévouement, et de sentir que le manque de moyens, l'attente, etc. Et puis de sentir aussi ces manifestations qui n'étaient pas loin, que je savais qu'aussi que les urgences vitales étaient aussi remplies de manifestants qui avaient été blessés, etc. Donc oui, c'est là où il y a eu le déclic de me dire qu'il y avait quelque chose à faire, que ce théâtre, de l'hôpital, c'était comme un rond-point et que j'allais pouvoir peut-être y faire confronter des personnes justement venues de milieux différents, Qu'est-ce que le service des urgences dans l'hôpital révèle de la société? En quoi il permet de prendre aussi la température, le pouls d'un pays?
Ah bah oui, c'est vraiment c'est une cartographie tout d'un coup, c'est un instantané de la vie, hein, des gens qu'on y rencontre. Voilà, on est tous pris tout d'un coup. Quand on arrive aux urgences, on est tous pris à un moment, personne s'attend à arriver aux urgences. C'est qu'il y a un truc qui s'est passé, un drame, une catastrophe, une maladie, un accident, etc. Et tout d'un coup, évidemment, c'est le concentré comme ça, tout d'une population, quoi. Et surtout quand il y a des manifestations venues de l'extérieur où des gens arrivent et où on sait que ces manifestations sont extrêmement, j'allais dire, réprimées, violentes et qu'il y a des gens qui arrivent pour se faire soigner, quoi. Et du coup, on retrouve dans cet hôpital, à l'écran aussi, dans votre film La Fracture, Catherine Corsini se mélange. Cette petite société recomposée là, des mondes aussi qui n'étaient pas amenés à se croiser et qui vont finir par se côtoyer dans une salle d'attente de l'hôpital. Une petite vieille en fin de vie, un sans-abri, une femme qui vient de se fracturer le bras, Raph, inspirée de vous, comme vous l'évoquiez. La blessure de Yann aussi, qui était manifestant dans les manifestations des Gilets jaunes et qui s'est retrouvé blessé là, réfugié à l'hôpital. Un schizophrène, enfin, en pleine crise de paranoïa. Est-ce qu'il y a une Julie dans la salle d'attente, s'il vous plaît? C'est moi. Bonjour, madame. Il faut que je te laisse. Qu'est-ce qui se passe? Vous pourriez venir vous occuper de votre amie? Parce qu'en fait, on ne peut pas la gérer. Je suis désolée. Kim. Doucement. T'es là ce soir? Oui, je suis là. C'est bien. C'est comme On va mes sœurs. s'occuper de toi, mais là, tout de suite, je peux pas. Mais j'ai des images et il y a des chaises, elles sont dangereuses, les roses. Bah, regarde, viens. Là, il y a un petit coin tranquille. D'accord. Tu vas te poser là. Okay. Et quand j'ai 2 minutes, je reviens te voir. Merci. Voilà, tu te poses, tu inspires, tu expires tranquillement. Et quand je peux, je viens. D'accord? Excusez-moi, madame. Mais il devrait pas être en psychiatrie, le jeune homme. Si, mais en fait, tous les services de psychiatrie sont fermés, donc ils viennent prendre leur traitement ici. Voilà, extrait de La Fracture, votre film, Catherine Corsini, en salle mercredi. On l'entend dans ce passage aussi, ces mondes que vous faites se rencontrer, qui se côtoient naturellement au service des urgences, mais jamais au quotidien dans la société. C'est des mondes qui généralement ne se parlent pas, qui ne se voient pas et qui souvent ne se comprennent pas. On dirait que vous avez été aussi presque ébloui, bluffé, touché par ça, par cette idée que tout à coup, là où ils ne devraient pas, ces mondes-là, enfin, vont réussir à se regarder. Bah, j'étais effectivement, quand on arrive aux urgences, on est affaibli par quelque chose, on est dans un état d'anxiété. Et c'est le regard que j'ai posé aussi sur les gens autour de moi. C'est tout d'un coup de me demander quelles blessures ils avaient, comment ils étaient, d'où ils venaient, qu'est-ce qui les amenait là, et de voir effectivement des gens dans des difficultés, de la misère. Après, il y a toutes sortes de personnes qui sont là. Et j'avais envie de leur donner un récit, d'essayer de m'aventurer dans leurs histoires, de donner vie, de donner des visages et de la parole à toutes ces personnes. Et c'est vrai, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est l'idée aussi que les services psychiatriques sont de plus en plus restreints ou fermés et que dans les urgences, en plus, arrivent de plus en plus de gens qui devraient aller dans d'autres endroits parce que tout d'un coup, ils sont submergés. Ils sont submergés parce qu'il y a beaucoup de misère sociale. Ils sont submergés parce que, comme aujourd'hui, quand on va à l'hôpital, on vous met, j'allais dire, au lieu de rester 3-4 jours, on vous met en ambulatoire. Donc, vous êtes soigné dans une demi-journée. Donc, en général, 2-3 jours après, les gens reviennent parce que la blessure se mainte, parce qu'ils ont encore mal, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, etc. Donc, en plus, il y a un afflux permanent qui est trop important et qui est impossible à gérer par l'hôpital, quoi. Mais quand j'écoute ce garçon, donc, que j'ai fait tourner en plus, qui amène vraiment... Enfin, tous les acteurs ont amené une vérité à leur personnage, quelque chose d'extrêmement, j'allais dire, assez précis, assez touchant dans leur existence. Voilà, quand je l'écoute, j'ai toujours de l'émotion, quoi. Comment on filme ça? Comment on filme ces rencontres, ce regard, cette écoute? Parce que dans un service d'urgence, dans un hôpital, comme il en existe beaucoup d'autres, celui où vous avez filmé, on voit ces longs couloirs blancs, on voit ces salles sans fenêtres, on voit ces chambres utilitaires. C'est véritablement un huis clos aussi, la situation dans laquelle vont se retrouver vos personnages. Comment on filme tout ça? Alors déjà, on filme c'est compliqué parce que
on n'a pas de décor au début. Je veux dire, quand je raconte concrètement la chose, on est après le premier confinement, on ne peut plus tourner dans des endroits désaffectés des hôpitaux, on est obligé de reconstituer quelque chose, on construit une partie d'un décor, on est quand même dans un cinéma, on n'est pas très riche, donc déjà concrètement, c'est compliqué d'arriver à refabriquer cet endroit. Et puis ensuite, je m'aide beaucoup sur le fait que je choisis du personnel soignant, des professionnels, j'allais dire soignants, qui vont travailler, qui vont faire les rôles et qui m'amènent aussi leur écoute, qui m'amènent ce que j'ai découvert et ce que j'ai trouvé extraordinaire de l'attention qu'ils ont, du dévouement qu'ils ont, du professionnalisme qu'ils ont. Ils m'amènent ça, ils m'amènent cette écoute, c'est-à-dire que quand ils jouent avec vraiment leur autorité de soignant, leur savoir-faire de soignant. Et ça, je pense que ça amène, à la fois c'est écrit, mais ça amène un côté très documenté au film, et ça amène aussi, je pense, cette vérité de comment on écoute. Là, dans le petit passage qu'on a entendu, on a donc cette infirmière, Aïssatou Diallo Sagna, qui joue Kim, et qui a, j'allais dire, on le voit, la façon dont elle a à la fois effectivement cette autorité et comment elle prend en charge ce garçon, comment elle essaye elle lui explique comment il doit attendre, comment, etc. Il y a que, j'allais dire, il y a que une vraie soignante, j'allais dire, qui peut avoir cette manière de faire et d'écouter, quoi. Et c'est une vraie soignante. Comment vous l'avez convaincue de jouer son rôle? Je pense que je l'ai pas. Enfin, elle est venue pour faire un peu de figuration, et puis je l'ai trouvée assez extraordinaire. On a fait plusieurs essais. Fallait, j'allais dire, trouver aussi l'endroit du jeu, parce qu'elle a des scènes assez compliquées à faire, et tout d'un coup, elle s'est révélée, voilà, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a aussi eu un petit miracle. Il y a eu le miracle que non seulement c'était une excellente, j'allais dire, aide-soignante, c'était elle apportait, j'allais dire, justement, tout ce qu'elle a, j'allais dire, tout son travail, son observation, etc., de son métier. Mais surtout, elle a réussi à trouver quelque chose dans la manière de jouer, parce qu'elle a des scènes assez compliquées à faire au niveau de l'émotion. Et il y a quelque chose qui s'est dévoilé, et elle a su parfaitement, j'allais dire, nous faire accéder à ce personnage, à la fois par son charisme, par son écoute. Voilà, donc c'est ça qui s'est passé pendant le tournage aussi. C'est qu'elle n'a pas été simplement l'infirmière, j'allais dire, dévouée et attentive, et elle a aussi réussi à trouver au fond d'elle quelque chose qui s'est ouvert. Elle a réussi à trouver au fond d'elle une manière de pouvoir refaire des scènes, de les rejouer, de trouver de l'émotion. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose de l'actrice qui est née, quoi. Je vais peut-être oser un parallèle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés dans des hôpitaux ou des séries ces derniers temps. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que quand on pense à Thomas Lilti, qui a aussi inauguré en France le genre avec sa série Hippocrate, qui est allé filmer dans l'hôpital, il s'est particulièrement intéressé, lui, alors à cette micro-société, mais aussi à la réponse médicale, à la précision des gestes qu'on va apporter à tel type de situation. Et je trouve assez étonnant et fascinant que dans votre film, on mette beaucoup l'accent, vous mettez beaucoup l'accent, Catherine Corsini, sur l'humain, sur ce qu'on appelle aujourd'hui le care, à travers aussi cette figure de l'infirmière, de Kim. Alors, est-ce que c'est un regard plus féminin, un regard de femme, réalisatrice, plutôt, sur porter l'attention de sa caméra sur cette réponse humaine aussi, aux fractures de notre société? Déjà, moi, je me suis intéressée c'est pas une médecine spectaculaire que je montre. Je montre d'abord souvent des infirmières, parce que c'est souvent le cas dans les hôpitaux, dans les urgences. Il y a beaucoup d'infirmières, plus que d'infirmiers. Donc voilà, je voulais vraiment montrer le personnel soignant, pas les médecins, etc. C'est vraiment vers elles que j'ai posé ma caméra. Donc c'est vrai que ce sont des femmes.
Et puis, effectivement, sur les petits gestes, sur les choses, comment on accompagne quelqu'un, comment on le fait attendre, comment on le fait patienter, comment on le prépare, j'allais dire, à aller voir le médecin, et comment cette attente, on la prend en charge. C'est plus vers ça que je me suis orientée, bien qu'à un moment, il y a quand même quelqu'un qui fait un malaise cardiaque, et c'est ces infirmières qui vont le sauver, quoi. Donc, on voit bien que aussi elles peuvent tout d'un coup avoir entre les mains des gens dont elles ont, j'allais dire, qu'elles vont, j'allais dire, sauver, quoi. Mais c'était vraiment avant tout quand même la façon dont elles prennent en charge, quand on arrive à l'hôpital, dont on est pris en charge, et combien c'est important, parce qu'on arrive dans un état de fragilité et d'angoisse, etc., par rapport à ce qu'on a. Et cette prise en charge est très importante pour vous faire passer toute cette attente et pour vous prévenir. Voilà. Et sauf qu'elles n'ont pas toujours le temps de revenir vers vous, etc. Et que les gens, évidemment, il y a une espèce d'impatience qui naît, quoi. Oui, on voit aussi comment la parole répare dans l'hôpital, par le travail des soignants, mais aussi dans le couple, parce que c'est au début l'histoire d'un couple de femmes qui n'arrivent plus à se parler, qui n'arrivent plus à se comprendre. Et là, le couple, l'amour, ne sont pas dans un huis clos, comme cette salle d'hôpital. Elles vont être rattrapées, parfois chahutées par la course du monde. Ces deux femmes qui se retrouvent là dans cette situation. L'une vient aider l'autre, qui est victime de cette fracture du bras. Elle a couru, dérapé en essayant de rattraper sa compagne après une dispute. Vous avez choisi de mettre énormément d'humour dans ce film. Pourquoi ? D'abord parce que je pense que pour faire passer des choses graves, pour faire passer un peu un discours, enfin une espèce, il faut éviter pas, le pathos. il faut pas, j'allais dire. Il ne faut pas justement faire un cinéma qui assène des choses. Il ne faut pas faire un cinéma où on vous désigne ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il faut faire un cinéma d'abord où on peut se moquer de soi-même à travers ce personnage de Raph, par exemple, qui me représente. Il faut faire un cinéma où je pensais beaucoup à la comédie italienne. Je pensais vraiment à un cinéma qui soit vivant, qui montre qu'on peut s'affronter et que c'est délicieux des fois la mauvaise foi de s'engueuler, etc. Et ça amène, j'allais dire, quand on a tout d'un coup des réconciliations, quand on se retrouve, ça amène d'autant plus, j'allais dire, d'amitié, d'autant plus, j'allais dire, d'humanité, quand on est passé par monts et par veaux, par des choses, j'allais dire, excessives. Donc voilà, je trouvais que l'absurdité aussi parfois de certaines situations, l'absurdité de l'hôpital, l'absurdité j'allais dire, de gens qui se font frapper par des gens du service public, qui sont des policiers, qui se retrouvent soignés par des gens du service public. C'est quand même complètement absurde comme situation. Toutes ces choses-là, j'avais envie de les mettre en scène avec quand même une espèce d'humour pour qu'on puisse aussi déplier un tout petit peu, parce qu'on est dans un monde tellement où tout est passionnel, où tout est réactif, où on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à penser. Et je pense que le rire est cathartique, et je pense que le rire permet aussi un tout petit peu et de dérision et aussi un petit peu de recul. Parce que quand on rit, on est ensemble à rire d'une situation, même si on est à des endroits différents. Ça nous permet aussi de nous rejoindre. Donc voilà, c'est par ça que je suis passée. Je trouvais que le rire était super important et je voulais surtout pas faire un film didactique, surtout pas faire ces films, j'allais dire justement sociaux, où vous sortez, vous êtes plombé parce que c'est tellement terrible tout ce qu'on vous montre et que de toute façon vous n'avez pas le choix que de penser une seule chose. Je voulais au contraire qu'on pense que faire commun, faire société, c'est être différent et c'est accepter ces différences. Et ça, je trouve que c'est super important, de pouvoir s'écouter et s'entendre. Et c'est vrai que c'est un film sur la parole et que c'est un film sur le fait que des gens ont envie qu'on les entende. Et aujourd'hui, on n'écoute pas, on n'entend pas. On a déjà une idée complètement préconçue de ce que va dire l'autre. Et il y a souvent une espèce de mépris d'une parole qui ne parvient pas aux politiques ou qui est déjà, j'allais dire, réduite à quelque chose qui est complètement... qui ne parvient pas dans son humanité et parfois peut-être dans sa candeur, mais il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus étonnant, il n'y a rien de plus... Je trouve, d'être traversé
par la candeur, par exemple, la candeur que peut avoir ce gilet jaune, que peut avoir Yann. Mais je la trouve extrêmement émouvante. Quand vous dites justement des gens du service public qui frappent d'autres personnes, enfin, juste pour comprendre, c'est que le film s'inscrit dans ce moment de manifestation, de mobilisation des Gilets jaunes et que l'un d'entre eux, le personnage de Yann, joué par Pio Marmaille, va effectivement être, et pas seulement lui, victime de violences policières dans cette manifestation-là. Et c'est aussi ce que vous racontez en reprenant une situation réelle, c'est-à-dire qu'au plus fort des manifestations parisiennes, repoussés par les cordons des forces de l'ordre, des Gilets jaunes, se sont réfugiés dans les hôpitaux. Ça a d'ailleurs été pour les soignants à l'époque une question qui a été posée, un choix éthique, leur ouvrir ou pas. Ils ont aussi engagé leurs responsabilités dans l'histoire et fait ces choix-là à ce moment-là. 12h21 avec la cinéaste Catherine Corsini. On évoque son film La Fracture en salle mercredi. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Depuis mes premiers courts-métrages en Super 8, pour moi, ça a été naturel de parler de mon environnement politique, social et de génération. Et de même, ça a été naturel aussi de me moquer un peu de cet environnement, de faire de l'ironie. Et puisque je parlais de moi, plus ou moins, alors je faisais de l'auto-ironie. Peut-on parler de soi dans ces films tout en parlant des autres, comme Nanni Moretti avec son film Trépiani, qui a été présenté à Cannes lui aussi en juillet dernier et qui sort en salle le 10 novembre prochain. Vous acceptez et vous jouez avec une part autobiographique dans ce film La Fracture, Catherine Corsini. Il y a chez Moretti quelque chose du cinéma visiblement que vous aimez faire et regarder, ce mélange de politique et de poétique, d'ironie et d'auto-ironie. C'est ce que vous évoquiez avec cet humour presque cathartique. Ça passe d'abord par l'auto-ironie. Ah bah, évidemment, quand on a des modèles comme Moretti, ça me parle énormément parce que c'est un cinéaste que j'adore, mais qui m'a appris beaucoup de choses. Et justement, j'avais un peu la timidité de m'approcher d'un cinéma où je me mettais en scène, alors pas comme lui, pas directement, parce que je me sens pas capable de jouer, mais par l'intermédiaire, dans tous les cas, par exemple, de Valéria, là, pour le film, qui me joue un peu. Mais dans tous les cas, effectivement, du coup, en me moquant un peu de ce personnage, donc de moi, ça me permet de parler du monde. Ça me permet de pouvoir dialoguer avec le reste de la société. Ça me permet de... Voilà, c'est parce qu'on rigole de soi qu'on peut dialoguer, qu'on peut, j'allais dire, aussi se moquer des autres, ou aussi trouver et pouvoir discuter, quoi. Je trouve que c'est un bon challenge. Et dans tous les cas, Moretti reste un maître absolu dans Palombella Rossa, comment il discute sur son engagement par rapport au Parti communiste. Enfin, c'est à la fois mélancolique, délicieux, ça fait réfléchir. Et je trouve qu'un cinéma qui nous amène à réfléchir sur la façon dont on a, j'allais dire, des a priori les uns sur les autres et comment on peut peut-être lever un peu ces a priori. Je trouve que ça reste toujours quelque chose d'important, d'arriver à déplier un petit peu la façon dont on nous enferme parfois et dont justement on veut que cette société soit divisée. Alors justement, là, il y a ce couple de femmes parisiennes issues d'un milieu plutôt artistique, intellectuel, dessinatrice l'une, éditrice pour l'autre, interprétée par Valéria Bruni et par Marina Foïs, qui va rencontrer celui d'une province montée à Paris pour se faire entendre, incarné par le routier Pio Marmaille. Est-ce que vous avez mis, vous, du temps à les entendre, ces gilets jaunes? Parce qu'on a l'impression qu'il y a aussi, comme vous l'évoquez, une sorte de, non pas de mea culpa, mais d'acceptation que tout ça met du temps à faire se rencontrer ces mondes-là. Ils sont allés les voir. Cyril Pedrosa et Loïc Sécheresse. Je voulais juste vous faire écouter ces témoignages. Ils en ont fait des carnets de manif, des gilets jaunes, qui sont publiés aujourd'hui aux éditions du Sous-Sol. Et ils posent cette bonne question de savoir où se placer dans un conflit comme celui-ci. Avec les Gilets jaunes, oui, on ne savait pas où était notre place. On ne comprenait pas.
En fait, il y a eu un double mouvement. Il y avait ce mouvement qu'on a eu du mal à comprendre longtemps avec Loïc. Enfin, après, je pense qu'on n'était pas les seuls à avoir du mal à comprendre de quoi il s'agissait, qu'est-ce qui se passe, qui sont ces gens, d'où viennent-ils, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils veulent. On avait du mal à comprendre ça. Moi, j'entendais la réponse politique qui était apportée, qui était très vite très violente dans les mots, dans un premier temps et ensuite concrètement, dans les gestes, dans la répression policière. Et c'était un moment de désarroi avec Loïc de se dire, mais c'est quoi notre place au milieu de tout ça? C'est-à-dire que on sentait très bien qu'on ne faisait pas partie des catégories socio-professionnelles qui étaient là dans la rue. C'était pas notre monde, c'était pas notre famille, c'était pas nos gens. Et on les comprenait pas, enfin on comprenait un peu, mais on s'est dit, mais pour comprendre, il faut les rencontrer en fait, il faut les connaître, il faut comprendre un peu qui il s'agit. Donc c'était une question vraiment très personnelle pour le coup, politiquement, enfin d'une certaine manière, où est-ce qu'on se place là, avec eux, par rapport à eux, avec, dedans, à l'extérieur, et se reposer la question de savoir après quelle est la place d'un dessinateur, qu'est-ce qu'il a à faire dans un moment comme ça? C'est quoi le sujet? À quoi on doit se confronter? Quelle est la place du cinéaste, de la réalisatrice? Comment vous avez trouvé la juste distance ou la bonne place, Catherine Corsini? C'est très, très beau ce qu'il dit, et c'est assez juste. Et c'est justement pourquoi j'ai eu envie de faire ce film. C'est qu'à un moment, on se sent extrêmement loin. Et même avec le cinéma, comment on parvient à ce que nos films, je veux dire, atteignent le plus large public? Comment on sent bien que cette France qui s'est réveillée, qui est venue jusqu'à Paris pour crier, pour parler de son désarroi, pour parler de la manière dont aujourd'hui ils sont éloignés de tout. C'est-à-dire que quand on est dans une France qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique par rapport à la France, j'allais dire des villes, on voit bien que pour aller emmener son enfant à la crèche, pour aller faire ses courses, pour aller à l'hôpital, pour aller, etc., il faut prendre sa voiture. On voit bien que tout est éloigné, que rien n'est fabriqué pour trouver du lien. Et donc, je trouve qu'effectivement, nous, on s'est tous posé cette question, on a regardé ça un peu de loin, on se sentait... Et les intellectuels ont mis beaucoup de temps à réagir, beaucoup de temps, justement, à aller vers ce mouvement qui ne demandait qu'une chose, c'est à être entendu. Et effectivement, la violence, en plus, la violence qui s'est déchaînée a entraîné de la violence, et on n'a plus vu qu'un conflit extrêmement violent. On n'a plus du tout entendu de parole, on n'a plus donné de visage. Et moi, ce que je trouvais qui est intéressant par rapport à la fiction, c'est que tout d'un coup, c'est de donner un visage à ce gilet jaune, à ce mouvement, en prenant un personnage, dans tous les cas, qui incarne ce gilet jaune et ce mouvement, et donner un visage, et donner un récit, et donner une parole. Parce que finalement, c'était ça, c'était être entendu. Et effectivement, quand on est brouillé par des images, par un flux d'images, voilà, avec les télévisions, les reportages, où on ne voit plus que des masses hurlantes, que des masses qui crient, etc., on n'entend rien. Voilà, et là, c'était de faire émerger quelques mots, des paroles, une colère aussi, et une envie de solidarité à travers ces mondes qui se rencontrent. Alors, c'est pas un film sur l'hôpital, ce n'est pas non plus le film des Gilets jaunes, c'est pas non plus le film du couple, c'est un peu tout ça à la fois. Une triple fracture dans La Fracture qui sort en salle mercredi. Votre film, Catherine Corsini, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. France Culture. L'esprit d'ouverture.